de SLS2. C'est une étude aussi qui s'est intéressée à comparer le cyclophosphamide au mycophénolate mofétide. Il y avait 142 patients, 106 patients ont fini l'étude et ont été évalués au bout de 2 ans. Et on a remarqué qu'il y a une efficacité comparable entre les deux groupes, le groupe qui a reçu le cyclophosphamide et l'autre groupe qui a reçu le mycophénolate mofétide, avec une meilleure tolérance pour le mycophénolate mofétide. Là, c'est une autre étude publiée dans Annals ATS en 2016 qui a montré cette efficacité comparable du cyclophosphamide et MMF. Là, c'est un tableau qui illustre l'amélioration de la capacité vitale forcée et de la diffusion du monoxyde de carbone, aussi bien pour le cyclophosphamide que pour le MMF. Une autre étude publiée dans PLOS ONE en 2017, c'est une étude récente, qui montre, donc, dans une étude rétrospective chez 46 patients, qu'il y a une amélioration de la capacité vitale forcée de 2% chez 31 patients parmi ces 46 avec une bonne tolérance. S'il y a une résistance au cyclophosphamide et au mycophénolate mofétide, c'est le rituximab qui est indiqué. Et là, donc, plusieurs séries ont donc évalué l'effet du rituximab chez des patients ayant une pneumopathie infiltrante diffuse compliquant une sclérodermie systémique. Le rituximab a été administré à la dose de 1 g à J0 et J14. Il y a une amélioration des paramètres spirométriques, soit la capacité vitale forcée et la DSCO, avec une stabilisation des OFR à 1 an. Une autre série qui a été étudiée donc en 2014 par Mazzeli, Holst et Hall, c'est une série de 5 patients qui ont été traités par rituximab à une dose réduite de 500 mg à J0, J14, 3e mois, 6e mois, 9e mois et 12e mois, et qui a montré une efficacité avec une amélioration des différentes variables spirométriques. Le registre de Holstar, c'est une étude de 4 mois de 63 patients avec une pneumopathie infiltrante diffuse traitée par du rituximab, a montré une amélioration du score de Rodnan, stabilisation de la capacité vitale forcée avec une bonne tolérance. Et là, c'est des groupes qui montrent une amélioration aussi bien sur rituximab du score de Rodnan que de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone et de la capacité vitale forcée. Là, c'est une étude qui est parue sur Trials 2017 et qui concerne l'administration du rituximab au cours des connectivites. C'est des patients qui ont, donc 116 patients qui avaient des connectivites de type sclérodermie systémique, myopathie inflammatoire et connectivite mixte. C'est un essai contrôlé, randomisé, double aveugle et prospectif. Et en fait, on avait 2 bras, un bras qui a eu du rituximab à la dose de 1 g en intraveineux 2 fois à un intervalle de 2 semaines, et l'autre bras, c'est du cyclophosphamide en intraveineux mensuellement à la dose de 600 mg par mètre carré de surface corporelle. Cette étude s'est intéressée à mesurer la capacité vitale forcée à 24 et 48 semaines de suivi, des besoins en oxygène et corticoïdes, et la survie et la tolérance. En fait, on n'a pas encore les résultats. On a publié la méthodologie, le protocole, et le résultat est encore en cours. Devant une forme réfractaire qui est résistance aux immunosuppresseurs usuels, c'est-à-dire cyclophosphamide, MMF et au rituximab, il faut penser à des nouvelles perspectives, c'est les traitements antifibrosants. Je vais commencer par le pyrphénidone, c'est l'esbriette non pharmaceutique, en fait la pyridone anti-inflammatoire et antifibrosante. Et on a une étude Lotus publiée dans l'ATS 2015 qui a concerné 63 patients ayant une pneumopathie infiltrante diffuse qui complique une sclérodermie systémique. On a évalué l'efficacité et la tolérance à 16 semaines avec des doses qui ont atteint 40 mg par kilo par jour. Il y a eu une stabilisation sur le plan variable spirométrique, mais il y avait des effets indésirables, 61 effets secondaires, notamment 15 hypertension portale sévère, une occlusion intestinale et une aggravation de la pneumopathie infiltrante diffuse. La perfidone, donc une autre étude publiée récemment en 2018 sur International Journal Rheumatic Disease. Et en fait, 32 patients ayant une sclérodermie systémique avec pneumopathie inflammatoire infiltrante diffuse
10 patients témoins et on a réalisé une biopsie pulmonaire et des cultures de fibroblastes stimulées par pirfénidone. Il a été démontré à l'échelle moléculaire que la pirfénidone a une action antifibrotique en interférant avec la voie de signalisation Hedgehog et la voie de signalisation glycogène synthétase kinase 3-bêta. Donc c'est un traitement antifibrotique prometteur, mais qui est encore en cours d'essai. L'autre molécule de nouvelle perspective, c'est le pomalidomide. Et là, c'est une molécule qui a été étudiée dans un travail multicentrique randomisé en double aveugle, 4 mois, qui est encore à la phase 2. Les objectifs étaient d'évaluer l'efficacité de la tolérance du palidomide, les effets sur le score de Rodman modifié, sur la capacité vitale forcée, les manifestations gastro-intestinales chez des patients ayant une pneumopathie infiltrante diffuse compliquant le sclérodermie systémique et l'étude elle s'intéresse à un suivi sur 52 semaines. Aucune signification statistique n'a été atteinte pour ces 3 variables vu le problème de recrutement très réduit. En fait, plusieurs sujets ont interrompu toute la poursuite de cet essai et donc on n'a pas de résultats concluants. L'autre molécule antifibrosante, c'est le nintedanib, l'OFEV, c'est un inhibiteur de la tyrosine kinase, et on a une étude encore en cours, cette étude 106, qui est à la phase 3 en cours, et cette molécule a un effet antifibrotique et elle permet une amélioration des lésions vasculaires. Ceci a été démontré sur un modèle de souris ayant une sclérodermie compliquée de pneumopathie infiltrante diffuse et donc son résultat est paru en 2017 sur l'Annals Rheumatism Disease. L'inatinib, le Glivec, aussi a été essayé, mais il y a très peu de papiers qui concernent le Glivec et il a été administré à une dose faible de 200 mg pendant 6 mois chez 30 patients ayant reçu du cyclophosphamide et qui sont avérés non répondeurs. Il y a eu une perte de vue, 3 décès, 26 suivis complets, dont 4 améliorations, 15 stabilisations et 7 détériorations. À 1 an, 12 patients stabilisés et aucune amélioration cutanée. Pour l'anti-interleukine 6 et le tocilizumab et les immunoglobulines intraveineuses, ils ont été essayés dans des cas sporadiques qu'on ne peut pas généraliser. Là, c'est un tableau qui illustre les différentes molécules qui sont en cours d'essai thérapeutique pour le traitement de pneumopathie infiltrante diffuse au cours des sclérodermies systémiques. Et ce tableau est paru dans une étude qui a été publiée en 2016 sur Annals ATS, tels que le pomalidomide, le belimumab, le tadalafil, l'abatacept, le nintedanib, le bortezomib et le dabigatran. Donc, toutes ces molécules sont en cours d'évaluation. Maintenant, s'il y a échec du traitement médical, il faut penser à l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les formes où il y a échec du traitement médical et une pneumopathie infiltrante diffuse progressive avec mise en jeu du pronostic vital du patient. Le principe, c'est d'administrer du cyclophosphamide à forte dose et antithyroglobulines pour éliminer les lymphocytes T autoréactifs, puis réaliser une greffe pour l'induction de cellules T régulatrices et des lymphocytes T naïfs. Et pour l'autogreffe, elle est contre-indiquée chez les patients ayant une pneumopathie infiltrante diffuse sévère. Donc, sur une étude parue sur JAMA 2014, la mortalité était élevée, elle peut aller jusqu'à 17%, la morbidité est élevée aussi, due essentiellement à des infections virales et des hémopathies. Il y a eu un bénéfice de survie à long terme par rapport au cyclophosphamide intraveineux pendant à 12 mois et amélioration des paramètres cutanés avec stabilisation sur le plan respiratoire. La transplantation pulmonaire reste un traitement de dernier recours lorsqu'il y a échec de toutes les alternatives thérapeutiques. Et une étude rétrospective du registre des patients transplantés aux États-Unis s'est intéressée à 105 patients ayant une pneumopathie infiltrante diffuse secondaire à une sclérodermie systémique en comparaison avec des pneumopathies idiopathiques infiltrantes idiopathiques et des sujets ayant une hypertension artérielle pulmonaire. Et sur ce schéma, on montre que la survie, elle est donc plus importante ou plus élevée chez les patients ayant une pneumopathie infiltrante idiopathique. La survie baisse lorsqu'on a une sclérodermie systémique et si
s'il y a encore association d'une hypertension artérielle pulmonaire. Maintenant, comment est quel patient traité? Il y a des critères scannographiques et des critères spirométriques. Et le traitement précoce est nécessaire s'il y a des anomalies progressives. Le traitement des lésions minimes ne doit pas être fait au prix d'effets secondaires importants. On peut commencer par le cyclophosphamide, par des bolus intraveineux, et continuer par un traitement d'entretien de type MMF ou azathioprine. S'il y a une contre-indication au cyclophosphamide ou des effets indésirables, on peut switcher par le MMF. S'il y a une résistance au cyclophosphamide et au MMF à la fois, on peut administrer ou switcher par le rituximab. Dans les formes réfractaires à ces traitements, c'est la greffe de cellules souches hématopoïétiques qui est indiquée. Et pour les nouvelles perspectives, donc les traitements antifibrosants, ils sont toujours en cours d'évaluation. Là, il y a plusieurs schémas qui ont été proposés, qui ont été publiés, là donc, récemment dans l'analyse ATS 2016, où donc, on a dit qu'il faut donc, tout d'abord mettre en évidence la pneumopathie infiltrante diffuse par le bilan radiologique, c'est-à-dire scannographique. Si le sujet est symptomatique, il faut traiter le patient, mais si le patient est asymptomatique, il faut continuer à le suivre au moins tous les 3 mois. S'il y a apparition de signes cliniques ou encore d'aggravation spirométrique ou d'extension scannographique, il faut alors traiter le patient. Un autre schéma qui a été publié dans European Respiratory Review 2015, là c'est lorsqu'on est face à une sclérodermie systémique. Même chez un patient asymptomatique, il faut rechercher la pneumopathie infiltrante diffuse, faire le bilan scannographique, donc radiologique et spirométrique. S'il y a confirmation, on traite le patient. S'il n'y a pas de confirmation, il faut réaliser notre suivi et surveillance. Et dès l'apparition de cette complication respiratoire, il faut traiter le patient. Là, c'est en fait dans la même publication un schéma qui s'intéresse aux différentes molécules. Comment on les administre? C'est selon la gravité de la pneumopathie infiltrante diffuse. Lorsqu'on a une progression très rapide de la maladie, on peut aller à la greffe souche de cellules hématopoïétiques. Si c'est une forme de gravité moyenne, c'est le cyclophosphamide et le rituximab. Et dans les formes de bas grade d'activité, c'est l'azathioprine et le MMF. Reste à démontrer bas grade ou moyen grade d'activité, comment le définir, ça n'a pas été prescrit, donc défini au niveau de l'article. Là, donc, sur cette publication de Rheumatic Disease Clinical North American 2015, on montre donc que le traitement, il doit être administré en cas de pneumopathie infiltrante diffuse chez des patients ayant soit une capacité vitale forcée inférieure à 70%, ou une baisse de la capacité vitale forcée supérieure à 10% par rapport aux valeurs retrouvées 3 mois à 12 mois auparavant, ou encore une progression rapide des lésions scannographiques avec une implication de plus de 20% pulmonaire du poumon. Maintenant, je vais passer aux myopathies inflammatoires, donc les pneumopathies infiltrantes diffuses au cours des myopathies inflammatoires. Le cyclophosphamide a été essayé, il est efficace, aussi bien le MMF, et dans les formes réfractaires, c'est le rituximab. Et dans la publication de 2013 d'Odis, on a comparé 2 un rituximab précoce et un rituximab tardif. On a remarqué qu'il y a un contrôle rapide de la maladie, un gain sur la dose de corticoïdes de 20 mg à 14 mg par jour, et il n'y avait aucune différence entre les 2 mais il y a un effet suspensif, d'où la nécessité de retraiter au bout de 8 mois. Une autre étude à propos du rituximab pour les myopathies inflammatoires qui a été publiée dans PLOS ONE 2015, qui a concerné 12 patients. Rituximab J0, J15 et au 6e mois, et 10 patients en fin d'études. On a remarqué qu'il y a une amélioration partielle, et sur le plan respiratoire, il y a une amélioration dans 5 cas, stabilité dans 4 cas, et une aggravation dans un cas avec un gain sur la dose des corticoïdes. Là, donc, c'est l'étude de PLOS, et il y a aussi une amélioration sur le plan scannographique des lésions de pneumopathie infiltrante. Une autre étude publiée sur l'Rhumatologie 2015 qui a concerné 24 patients, étude sur 52 semaines, il y a une amélioration de l'EFR avec donc, la capacité vitale forcée qui s'est améliorée dans 24% des cas et des SCO dans 17% des cas, mais il y avait aussi des décès, 7 décès, 6 étaient dus à des infections. Là, c'est une amélioration sur le plan spirométrique,
sous rituximab, au cours des myopathies inflammatoires, sur le plan aussi scanographique avec diminution du taux des anti-GO1. Le tacrolimus et donc les anti-calcinorines ont un effet sur la pneumopathie infiltrante diffuse, des myopathies inflammatoires qui sont réfractaires aux autres thérapies, mais au prix d'effets indésirables de type néphrotoxicité et hypertension artérielle. Et il y a ici une amélioration aussi bien de la capacité vitale forcée que de du VEMS et aussi de la DLCO. Une autre étude qui s'est intéressée au tacrolimus, publiée dans Lupus 2005, a montré que chez 46 patients, il y a eu une efficacité du tacrolimus avec amélioration du pronostic. Une nouvelle étude, donc 2017, publiée, a montré que chez 30 patients ayant reçu de la cyclosporine, il y a aussi une amélioration de la survie des patients. Je passe maintenant aux pneumopathies infiltrantes diffuses au cours de la polyarthrite rhumatoïde. La prévalence, elle est de 5 à 10% dans les formes cliniques, 25 à 35% sur le scanner. La présence du pneumopathie infiltrante diffuse est liée à des taux élevés de mortalité. Plusieurs molécules ont été prescrites, notamment le MMF, mais l'efficacité, les données sont limitées pour le MMF. Le rituximab, et on a montré dans cette étude qu'il n'y a pas d'efficacité nette qui a été publiée en 2011, mais une étude publiée en 2017 a montré que chez 700 patients traités par rituximab au cours d'une PR, 56 patients avaient une pneumopathie infiltrante diffuse, 44 dossiers ont été exploitables et il y avait 23 stabilisations avec 7 améliorations. Là, c'est un schéma qui montre qu'il y a en fait des thérapies administrées au cours de la PR qui peuvent être pourvoyeuses ou aggraver une pneumopathie infiltrante diffuse, notamment les anti-TNF-alpha. Il faut donc que le potentiel d'efficacité soit plus élevé que le potentiel de toxicité. Et la recommandation de la CF 2008, c'est de ne pas donner de méthotrexate en cas de pneumopathie infiltrante diffuse cliniquement significative. On préfère plutôt rituximab, tocilizumab ou abatacept. En conclusion, la pneumopathie infiltrante diffuse demeure un facteur de mauvais pronostic lors d'évolution des connectivités. Le rituximab serait un grand apport dans les formes réfractaires aux immunosuppresseurs. La greffe de cellules souches hématopoïétiques reste un outil de recours vu la mortalité lourde qu'elle entraîne et les molécules antifibrosantes sont en cours d'essai. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence très intéressante de l'actualité. On a vu des hypothèses concernant le traitement de la pneumopathie. Et là, on va voir si on a des questions. Est-ce que vous avez des questions concernant la pneumopathie infiltrante au cours de la période si vous permettez, est-ce que les études qui ont été faites ont étudié l'influence des autres manifestations systémiques, en l'occurrence l'atteinte digestive, et on sait très bien que le reflux gastro-œsophagien aggrave encore plus l'atteinte de la pneumopathie infiltrante. Est-ce qu'ils ont pris, les auteurs, en considération l'atteinte digestive? Ça a été nouvellement paru pour l'étude SLS2, donc qui concerne la sclérodémie systémique NMS. Et en fait, on a démontré qu'il y a une amélioration aussi bien sur le plan digestif pour le reflux que sur le plan respiratoire pour la pneumopathie infiltrante diffuse. C'est paru récemment, en 2018. D'accord, alors.